Bonjour Thierry, vous allez m'accompagner aujourd'hui pour parler du Chili et notamment spécifiquement de cette période charnière entre 1970 et 1973, 70-73. Cette expérience socialiste que va tenter de mener Salvador Allende, qui est élu en septembre 1970, et une expérience qui va être compliquée, qui va tourner court avec le coup d'État d'Augusto Pinochet. On est en septembre 1973, qui va ouvrir une période de dictature, une période de répression féroce. Pour en parler, on commence directement en visionnant des images qui nous permettent de nous replonger dans la première période, dans les mois qui suivent l'élection de Salvador Allende. Pour la première fois, le Chili est gouverné par une sorte de front populaire, coalition de 6 partis marxistes et non marxistes, 6 partis dont le plus structuré est le Parti communiste chilien, le plus ancien et le mieux organisé du continent. À la tête de l'unité populaire, Salvador Allende. 63 ans, ancien médecin de campagne, socialiste, il est au pouvoir depuis 1 an et demi. Pour la première fois, un gouvernement socialiste déclare vouloir faire la révolution dans la légalité et sans violence. Expérience unique, d'autant plus que l'unité populaire de M. Allende est minoritaire au Parlement. Pour Fidel Castro, hôte de marque du Chili et ami personnel du président Allende, le socialisme chilien est davantage un pari qu'une réalité. Alors Thierry, dans ce court extrait, on a vu Salvador Allende, qui est donc élu en 1970, en septembre, avec un programme socialiste. Alors c'est un président qui prend le pouvoir un peu par défaut. Je crois qu'il n'a pas tous les leviers, hein. C'est surtout le résultat d'une alliance électorale qui s'est avérée relativement payante. Il faut rappeler quand même que Salvador Allende, qui est un acteur important déjà depuis longtemps de la vie politique chilienne, c'est son quatrième tentative en fait pour devenir président, hein. Il avait échoué jusqu'alors et d'élection en élection d'ailleurs on voit sa cote monter. Il appartient au Parti socialiste, un parti qui est apparu sur la scène politique chilienne en 1933. Et la bonne affaire, ça a été effectivement d'unir les forces de gauche assez largement. Quand je dis de gauche, ça va en fait de l'extrême gauche jusqu'à, on pourrait appeler le centre gauche, puisque une partie en fait des électeurs de son prédécesseur, Eduardo Frei, auquel il succède en 1970, eh bien, ont décidé de faire bande à part. Ils ont quitté le parti de cette démocratie chrétienne qu'incarnait Eduardo Frei pour rejoindre justement le camp de Salvador Allende. Parce que Salvador est un socialiste, mais ce n'est pas un marxiste-léniniste absolu. Mais il est question de réforme agraire, il est question bien sûr de nationalisation. En effet, dans un pays où il y a des contrastes assez forts dans la société, des inégalités, entre autres sociales, très très fortes, et qu'il voudrait essayer effectivement de soigner. Notons, et je crois qu'il faut le rappeler, que finalement son programme d'Union populaire s'inscrit un peu aussi dans le prolongement de celui de son prédécesseur, parce que justement son prédécesseur, la démocratie chrétienne, a une dimension sociale. Simplement, elle était un petit peu moins avancée, je dirais, dans des mesures caractéristiques, je dirais, des régimes socialistes, tels que justement la réforme agraire. Mais il y avait déjà une réforme agraire qui était en cours, elle va simplement être prolongée, accentuée. Donc il y a en fait plus de continuité que de rupture finalement entre les deux mandats. Donc il faut se méfier de ces images qu'on voit ensuite, les images d'Allende avec Fidel Castro, qui va rester d'ailleurs fort longtemps, je crois. C'est un voyage qui devait durer peut-être une semaine. Il va rester 23 jours à parcourir le Chili, à faire des discours interminables. Il adore les discours, hein. Oui, ça on l'a vu par la suite. Et donc les deux leaders n'ont pas du tout les mêmes visions, hein. Non. Alors maintenant, faut pas non plus être naïf, hein. Les archives soviétiques ont clairement montré qu'il y avait bien sûr des échanges. Alors bien sûr, ça on s'en doutait parce qu'ils se connaissaient déjà, entre Fidel Castro, qui symbolise, je dirais, voilà, le communisme latino-américain, et aussi donc l'URSS. Ce qui ne fait pas évidemment de Salvador Allende un agent du KGB. On est bien d'accord. Il faut toujours se dire que la lecture qu'on a pu avoir de la politique de Salvador Allende a été très largement
paranoïaque parce qu'elle repose sur ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire sur son renversement et les conditions de son renversement. Mais au départ, n'ayons pas peur des mots, c'est pas la terreur rouge. Hein, voilà. Maintenant, en effet, il y a cette fameuse visite qui se produit effectivement à l'automne 1971, où en effet Fidel Castro est fort bien reçu, mais cela n'engage en rien, je dirais, quelques alliances militaires entre les deux hommes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de divergences, et on sait d'ailleurs que quand Fidel Castro prend la parole un peu trop souvent et un peu trop longtemps, Salvador Allende fronce les sourcils parce qu'il y a des choses sur lesquelles il n'est pas du tout d'accord. Le grand rêve de révolution à la Che Guevara, c'est pas du tout sa tasse de thé. Et alors pour la petite histoire, le bodyguard de Fidel Castro pendant son voyage au Chili, c'est Pinochet. C'est Pinochet, c'est un peu l'ironie de l'histoire, puisqu'il est en fait le commandant des troupes chiliennes à Santiago. Et donc comme la visite se passe entre autres à Santiago, c'est lui qui assure le service d'ordre, si je puis dire, à une époque où de toute façon Pinochet n'a absolument aucune velléité de renversement effectivement de la démocratie chilienne. Alors c'est quoi les grandes réformes qu'il met en place dans les premiers mois à son arrivée au pouvoir? Donc c'est, comme je l'ai dit, déjà l'accentuation de la réforme agraire, qui avait donc déjà commencé. Il y a bien sûr des nationalisations très importantes, entre autres au niveau de cette activité, on le sait, centrale, qui est le cuivre. Le cuivre, c'est la grosse ressource minière, entre autres du côté du désert de l'Atacama, tout au nord du pays, du Chili. Déjà, Frei avait réduit, je dirais, la part des capitaux privés, l'État ayant déjà pris 51%. C'est là qu'on voit la différence avec, effectivement, Salvador Allende, c'est 100%. En effet, et puis l'introduction de méthodes d'autogestion également dans les entreprises. Bref, voilà, c'est à ce niveau-là que se situent ces très grandes réformes. Et puis, les écoles, etc. On est dans du social, un programme qui, en fait, n'a rien de très choquant, si ce n'est évidemment que, par contre, oui, il choque justement les capitalistes étrangers. Et derrière capitalistes étrangers, il faut surtout penser à un capitaliste américain. On est en Amérique latine, dans un précaré de l'économie capitaliste américaine. Et eux, par contre, les États-Unis voient déjà une menace potentielle sur ces intérêts qui pourrait d'ailleurs faire tache d'huile, parce qu'après le Chili, à qui le tour, mais on voit bien que c'est un peu exagéré, même si on peut comprendre le mécontentement effectivement de certains de ces investisseurs. Et alors dès le début, dès les mois qui suivent l'arrivée au pouvoir de Salvador Allende, les États-Unis vont essayer de lui savonner la planche? Alors oui, c'est très subtil. En fait, au départ, c'est indirectement, c'est par la machine économique. Je sais pas, le Chili qui a des problèmes effectivement financiers, c'est une économie qui connaît parfois quelques difficultés. Et elle va en connaître d'ailleurs à l'époque de Salvador Allende, parce que ces réformes sont peut-être fort sympathiques, mais elles ne produisent pas leurs effets immédiatement, et même parfois elles peuvent être contre-productives. Et donc, lorsque le Chili veut se tourner vers les organismes financiers internationaux, genre FMI évidemment, ça veut dire que vous vous tournez vers les États-Unis. Et là, on a bien compris qu'il y a un moyen de pression, et ces moyens de pression ont clairement existé, dans le but, disons-le clairement, de dégrader un petit peu plus la situation économique et financière du pays. Alors, mais même si les États-Unis essayent de tout faire pour que la situation se dégrade, dans les premiers mois, dans la première année, je crois que c'est quand même relativement une success story. Oui, ça se passe plutôt mal, plutôt bien, plutôt. Les élections municipales, d'ailleurs, sont plutôt gagnées par Salvador Allende, parce qu'il faut rappeler que son élection à la présidence s'est faite de très peu. Il est arrivé avec 2-3% de plus. Voilà, donc c'est pas un raz-de-marée. C'est pas un raz-de-marée. Donc oui, ça se passe plutôt bien. C'est l'année suivante que, effectivement, les choses vont commencer à se dégrader avec, je le répète, des facteurs extérieurs qui ont certainement accentué des problèmes qui, je le répète, pour certains d'entre eux, sont certainement liés à la précipitation dans lequel certaines mesures ont été prises, et entre autres des mesures qui vont toucher les classes moyennes, qui sont quand même l'électorat qui avait été séduit, je dirais, par les propositions de l'Union populaire. Et donc là, c'est vrai que le fait que la conjoncture se dégrade, que le pouvoir d'achat qui est bien présent, parce qu'il y a une augmentation du pouvoir d'achat, mais il n'y a pas les produits à acheter. Donc c'est un petit peu gênant. Il y a des queues, effectivement, et donc c'est ça aussi qui va retourner un peu l'opinion publique contre Salvador. Mais c'est pas la seule cause, bien entendu, de ce qui va se produire par la suite. Alors on va reparler de tout ça après avoir visionné des images. Justement, on est en 1972, 72, avec le retournement de cette conjoncture économique. C'est que dont vous avez parlé, cette situation qui se dégrade à vue d'œil. L'unité populaire a aussi connu des échecs. Le plus grave étant incontestablement le chaos économique régnant actuellement au Chili. La pénurie de certaines denrées alimentaires de base consécutive à ce chaos a beaucoup nui à Allende, la droite en rejetant la responsabilité sur l'incapacité de gouverner de l'unité populaire. Ici,
À Santiago, dans un quartier de classe moyenne, des gens font la queue pour obtenir du pain. Nous sommes ici depuis 5 heures du matin. Nous n'avons rien à manger, nous allons mourir de faim. C'est la faute à ce gouvernement. Ce gouvernement ne devrait plus être en place, il est impuissant. Alors Thierry, on l'a vu dans ces images des films, même une situation humanitaire qui est extrêmement difficile. Il y a aussi des attentats, il y a des grèves multiples, avec notamment ces grèves des camionneurs, la même année en 72-72, qui fait beaucoup de bruit aussi, qui résonne beaucoup à l'international. Est-ce qu'on peut dire que déjà à ce moment-là, 1 an et demi après sa prise de pouvoir, Allende et son équipe ont perdu le contrôle ? Alors, disons que oui, ils ont perdu le contrôle dans le sens où il y a des pressions extérieures qui pèsent lourdement, en effet, sur la politique chilienne. Par exemple, si nous prenons effectivement la fameuse grève des convoyeurs, alors il faut savoir aussi ce que c'est qu'une grève des convoyeurs dans un pays comme le Chili. Tout le monde a en tête la configuration du Chili. C'est 4000 km du nord au sud. Donc évidemment, ce genre de grève peut complètement bloquer, asphyxier le pays. C'est ce qui se passe. Alors mais comment ils ont tenu aussi longtemps ? Parce que évidemment, il y a des financements américains qui derrière permettent aux syndicats d'alimenter effectivement les bourses et les caisses des grévistes, sans quoi ça n'aurait pas été possible d'avoir une grève sur autant de mois que cela. Donc on voit bien quand même clairement, sans tomber sur effectivement l'idée d'une CIA omniprésente, voilà, il y a quand même bien une pression extérieure qui est manifeste et qui contribue à augmenter ou à accroître les difficultés économiques bien réelles, et là, qui existaient, du pays. Là-dessus, en effet, on voit très bien qu'apparaît dans la vie politique une sorte de situation un peu nauséabonde, malsaine. Bon, n'oublions pas que l'Union populaire est une union qui allait du centre-gauche à l'extrême-gauche, et on voit à l'extrême-gauche, justement, des mouvements d'extrême-gauche commettre évidemment des actions, des attentats, mais c'est surtout les mouvements d'extrême-droite, en fait, qui sont les premiers, comme le mouvement Patrie et Liberté, qui va effectivement faire exploser le siège du Parti radical à Santiago, qui était un des partis de la coalition. Et donc, on voit bien qu'il y a alors, je dirais pas une guerre civile encore, mais de basse intensité, au moins, à défaut d'autre chose, qui complique considérablement la situation, à tel point d'ailleurs qu'avec en plus des résultats mitigés aux législatives de 73, Salvador Allende commence à se poser vraiment des questions sur sa capacité à tenir durant ce mandat, qui est un mandat effectivement de 6 ans, faut le rappeler. Et donc, oui, il y a un vrai questionnement par rapport à cela, face à une situation de crise et de violence, en effet, qui s'accroissent très fortement, entre autres, à l'orée de l'année 73. Et on commence à sentir des fébrilités au sein même de l'armée aussi. Alors l'armée, en fait, oui et non. C'est-à-dire que l'armée, justement, il y a toujours eu des fébrilités, mais l'armée chilienne est une armée légaliste. Historiquement, rappelons quand même que ce pays qui est indépendant, alors officiellement depuis 1810, mais en fait depuis 1818 véritablement, dans lequel l'armée a joué un rôle important, d'ailleurs dans ce moment d'indépendance au 19e siècle, l'armée s'est généralement située du côté du pouvoir. En tout cas, elle n'a pas cherché en général à mener son propre jeu. Et cette armée légaliste, elle l'est encore en fait, parce que justement, au moment de l'élection de Salvador Allende, il y a eu une tentative de putsch, un peu crapoteuse, qui a abouti quand même à la mort de celui qui commandait l'armée chilienne, donc qui est René Schneider, mais qui était quelqu'un de très très légaliste. Et son successeur, qui est encore en fonction à ce moment-là, Carlos Prats, est aussi totalement légaliste. Donc maintenant, ne nous l'aurons pas, parmi les officiers, sinon on se demanderait, il y a une génération spontanée qui est sortie comme ça. Non, il y a bien des officiers qui sont déjà dans cette posture, comme la droite d'ailleurs. La droite se montre de plus en plus agressive. C'est l'alliance du Parti libéral et effectivement des partis conservateurs, et donc on les voit même voter une motion, une loi, un texte condamnant ou dénonçant la légalité effectivement de Salvador Allende à gouverner. Ce qui tombe à l'eau, évidemment, ça n'a aucun sens, mais ça en dit long quand même sur quelque chose quand même qui est devenu une situation extrêmement explosive dans le pays. Et alors, c'est ces franges de l'armée qui vont faire basculer la situation. En septembre 1973, 73, on voit ça en images. À la fin du mois dernier, l'opposition de droite votait à la Chambre une motion sans portée constitutionnelle qualifiant d'illégale la coalition de gauche. C'était un appel du pied aux militaires chiliens. L'opposition parlementaire, incapable de renverser légalement le gouvernement, cautionnait à l'avance le coup de force. L'appel
vous le savez, a été entendu et l'armée a écrasé dans le sang la démocratie chilienne. Des milliers de personnes sont mortes et meurent aujourd'hui au Chili pour défendre le gouvernement d'unité populaire qui portait leurs aspirations d'un socialisme dans la liberté. La classe ouvrière chilienne, la plus puissante et la mieux organisée d'Amérique latine, qui poursuit actuellement le combat contre les putschistes, saura tirer les leçons de ses échecs. La fin tragique du président Allende et de l'expérience de transition pacifique et démocratique vers le socialisme est aussi la fin d'un grand espoir de non-violence pour le tiers-monde. Cette fin tragique repose aussi une question fondamentale. Peut-on, oui ou non, instaurer une nouvelle société en respectant l'ancienne, ses pouvoirs et ses lois? Alors Thierry, comment va se dérouler cette journée du 11 septembre, ce coup d'État qui s'effectue assez rapidement et auquel que rejoint Augusto Pinochet un petit peu au dernier moment, je crois. Oui, il l'avait rejoint 2 jours auparavant, précisément, le 9 septembre. Alors en fait, comme on l'a vu, c'est un complot qui a été préparé bien sûr en amont, hein, cela va de soi. On va pas citer toutes les personnalités impliquées, mais l'une des grandes figures, c'est le contre-amiral Carvaral. Il y a pas mal d'officiers de la marine, officiers supérieurs de la marine qui sont impliqués, mais pas que évidemment. Et donc l'idée c'est de faire un putsch assez classique, donc ça a été assez bien préparé. Faut le reconnaître. Salvador Allende n'est pas dupe. Il sent qu'il se passe quelque chose. N'oublions pas que Carlos Prats, donc celui qui commandait l'armée chilienne, n'est plus en fonction à ce moment-là, évidemment épuisé parce que il subit une pression énorme de la part des militaires. Parce qu'on ne peut pas nier que quand même, dans le milieu militaire, il y a quand même une énorme pression qui pousse vers l'idée de se débarrasser quand même d'une manière ou d'une autre de Salvador Allende. C'est d'ailleurs pour cela que Augusto Pinochet, qui n'était pas dans le complot, qui d'ailleurs ne l'est toujours pas quand il remplace Carlos Prats, va être approché, puisqu'il est la figure principale. C'est ça qui va finalement lui permettre d'apparaître comme la figure centrale de la junte une fois le coup d'État effectué. Mais au départ, il ne l'est pas du tout. D'ailleurs, il n'a participé en rien au coup d'État. Il a même commencé à préparer l'exfiltration de sa famille au cas où ça tournerait mal. C'est vous dire qu'il avait vachement confiance dans le coup d'État. Bon, alors le coup d'État, effectivement, a bien fonctionné. On sait que Salvador Allende est au courant à un moment donné qu'il se passe quelque chose. Il va rejoindre donc le palais de la Moneda avec une équipe rapprochée de gardes du corps. Et donc là, il va envoyer en fait plusieurs déclarations, dont une assez fameuse, où il s'adresse au peuple chilien, effectivement, pour dire ce qui se passe, etc., et annonçant presque prémonitoirement sa disparition, puisque nous savons qu'alors il y a débat, a-t-il été tué, s'est-il suicidé? J'ai envie de dire que ça n'a pas une grande importance dans l'absolu, mais peut-être qu'il s'est suicidé effectivement. En tout cas, lorsque vers 14h30, tout ça a commencé à 4h du matin, très très tôt, d'abord à Valparaiso, dans le port, et puis ensuite rapidement dans la capitale chilienne. Et donc, 14h30, quand effectivement se rendent effectivement les proches de Salvador Allende, Salvador Allende n'apparaît pas. Et donc, on retrouve son corps effectivement au premier étage du palais de la Moneda, et c'est réglé. Raison pour laquelle, il n'y a pas eu beaucoup de victimes. C'est un coup d'État assez indolore, il faut reconnaître. En fait, si on veut parler de mortalité, c'est après. Voilà, c'est après, bien sûr, avec la répression. Mais sur le coup, non, c'est un coup d'État qui a fort bien fonctionné et qui est le fait, il faut le dire quand même très largement, de ces officiers chiliens. Voilà, CIA n'a pas eu beaucoup de travail à effectuer dans cette affaire-là. Il y avait véritablement eu l'effet de surprise qui a bien fonctionné et le tour a été joué. Alors la répression, parlons-en, elle va s'abattre dans les jours, dans les semaines et les mois qui suivent. Tout à fait. Bon, on va procéder à toute une série, bien sûr, d'arrestations, d'opposants, de gens, effectivement, dont on veut se débarrasser. Il y a ces fameux convois de la mort, donc des équipés policières et militaires dans le pays pour abattre, très souvent, arrêter, parfois torturer également, ou abattre. Tout le monde connaît au moins Pablo Neruda, peut-être la plus célèbre, la plus médiatique, en tout cas, des victimes de ces convois de la mort. En effet, donc une très forte répression qui ne va pas d'ailleurs s'arrêter au Chili. Ça va être elle bat son plein effectivement au tout début, 73, 74, 75, et après 75, c'est effectivement le plan Condor. Alors ça c'est assez intéressant, c'est une sorte de système de connivence entre dictateurs sud-américains. On va trouver effectivement entre autres le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay, etc. Bon, on a retrouvé en plus les archives de cette opération.
Et donc, on va aller abattre, en fait, les opposants là où ils se sont exilés. Alors, parfois, dans des pays, il aurait mieux fallu qu'ils n'aillent pas, justement, des pays qui sont des dictatures, les dictateurs locaux jouant, bien sûr, le jeu de l'exfiltration, hein, bien sûr. Et puis, même parfois, très au-delà. Par exemple, Orlando Letelier, donc ministre de la Défense de Salvador Allende, qui était parti aux États-Unis, va être abattu aux États-Unis. Ce qui, d'ailleurs, là, va faire un peu réagir les Américains qui vont dire, bon, on arrête un petit peu le massacre, c'est le cas de le dire. Et c'est le moment où ça commence à se calmer. Donc, on va dire, dans les 3 premières années, on va avoir alors, 30 000, 40 000 morts. Enfin, c'est très difficile à chiffrer, effectivement, mais c'est une répression sévère, sans parler évidemment que toute la Constitution, qui était celle de 1925, est suspendue. Voilà, nous sommes sur un gouvernement militaire, voilà, une dictature militaire dans laquelle plus aucune liberté politique, bien sûr, n'a lieu d'être désormais. Et puis il y a un grand nombre de Chiliens aussi qui choisissent l'exil, ce qui donne encore plus d'écho international à cette situation. Oui, là on est en centaines de milliers, là, effectivement, c'est encore un nombre beaucoup plus important, tout à fait, absolument. Entre autres en France, on a une communauté très importante, on a la fille de Salvador Allende, hein, qui souvent faisait parler d'elle à ce propos. Mais en effet, oui, il y a une très forte diaspora issue en effet de ces événements qui ont eu un impact international vraiment extrêmement fort. Pour s'en rendre compte, je prends l'exemple de la France que je le connais mieux, le nombre de collèges Salvador Allende. J'ai moi-même enseigné en tout jetant dans un collège qui s'appelait Salvador Allende. Ça incarnait effectivement à la fois un espoir encore, à une époque où on croit encore bien sûr justement à un rêve socialiste, en tout cas des réformes sociales qui pourraient avoir des effets, bien sûr, sur la condition des gens, et en même temps en dénonçant bien ce qui apparaît effectivement comme le cynisme des États-Unis, défendant effectivement d'infâmes dictateurs. Et voilà. Donc c'est vraiment une image, une icône quelque part de l'histoire politique mondiale, hein, qui naît effectivement à l'issue de ce coup d'État. Un mot, Thierry, sur la façon dont il prend fin ce régime d'Augusto Pinochet. C'est lui qui va mettre fin, mais bon, il va mettre le temps quand même, puisque dans un premier temps, il avait demandé, bien entendu, en 1978, d'avoir une sorte d'aval, un plébiscite auprès de la population chilienne qu'il obtient. Ce qui, compte tenu des conditions effectivement démocratiques du moment, est assez logique. Nouvelle constitution en 1980, qui a toujours cours d'ailleurs aujourd'hui, même si elle était un petit peu amendée. Et puis c'est 88, il remet ça un petit peu sur le tapis. Est-ce que vous voulez toujours de moi? Et là, ça a été non. Alors non, mais il garde avec une place importante au commandement de l'armée, enfin en tout cas au sein de l'armée. Tout est bien verrouillé, pas question d'avoir effectivement d'inventaire de la période durant laquelle il a dirigé le Chili d'une main de fer, et par conséquent, donc il s'en sort finalement très très bien. Même d'ailleurs Patricio Aylwin, le nouveau président, qui est un démocrate chrétien en fait, hein, ma foi, oui, il fait profil bas un petit peu, mais bon, il y a bien un retour quand même à la vie démocratique, il faut quand même le dire, qui va s'accentuer au fil du temps. Il aura quand même des ennuis, je crois que c'est à la fin des années 90-90. Oui, tout à fait. Il va être arrêté alors qu'il venait se faire soigner donc à Londres, et son épouse, comme d'habitude, qui est une fan de shopping, venait faire des achats, des petites emplettes. Il est arrêté à la suite, effectivement, d'une procédure lancée par un juge espagnol pour les crimes commis par Pinochet, évidemment. Et ça va fonctionner. Dans le système européen. Voilà. Donc il va être retenu quelque temps. Alors bon, comme ça gêne quand même beaucoup les Anglais, ils vont finir par le relâcher, mais ça a été quand même un petit coup dur, et bon, par la suite, évidemment, ses déplacements seront moins nombreux. Bon, ceci dit, il est mort tranquillement dans son lit, effectivement, au Chili, en 2006. Eh bien, merci Thierry, et à bientôt pour de nouvelles ruptures.